Bonjour à tous. Je vais vous lire le chapitre 10, Le Neptune s'échappe, d'Angèle l'Indien blanc de François Place. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, à partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Alors, le Neptune s'échappe. À bord du Neptune. Claude Voiturin ne pouvait pas dormir. Il arpentait le pont, perdu dans ses réflexions. Corvadoro lui manquait. Le jeune naturaliste avait plus d'amitié pour lui que pour Cigognier des Chauveries, qui le traitait avec condescendance et profitait de ses titres académiques pour l'écraser de toute sa morgue. Auprès du Vénitien, il avait trouvé au contraire une attention bienveillante et les conseils d'un homme qui partageait son goût pour le dessin. La patience en moins, peut-être car Voiturin aimait l'observation fine. La recherche du détail était pour lui une exigence scientifique, le seul moyen de collecter les éléments permettant une étude approfondie de la géologie, de la flore et de la faune. Car s'il est toujours possible de rapporter un certain nombre de spécimens et de les conserver dans des herbiers, des malles et des bocaux, on se heurte vite aux limites de l'exercice. La taille d'un animal en est une. Mais il y a aussi le nombre incalculable de nouvelles espèces rencontrées au cours d'un voyage, comme celui-ci, qui vont de la puce de mer à l'algue géante, en passant par les conifères des terres froides. Aucun vaisseau ne serait assez grand pour loger une pareille collection. Il y faudrait l'arche de Noé. Là commençait le travail du dessinateur, archiviste des formes et des couleurs. À peine la bataille terminée, Voiturin s'était mis à la tâche. Il avait de mémoire esquissé la forme d'une de ces baleines léopards. Taches mouchetées sur tout le corps, plus claires sur le ventre, dos sombre et puissant, nageoire dorsale dressée en aileron, nageoire caudale fendue en deux lobes horizontaux, tête large, prolongée de ce mufle en forme de massue, mâchoire puissante, denture en forme de scie. Corvadoro avait du dessin une toute autre pratique, plus proche de ce qu'il appelait une vision. Un souffle étrange traversait ces images qui ressemblaient davantage à des intuitions, des impressions fugaces ou des chimères. Lui n'aurait pas tenté de faire le portrait de la baleine, il aurait montré la violence de son attaque, les gerbes d'eau, la barque explosant dans les airs, le corps de l'homme emporté comme un pantin dans les ténèbres sous-marines. Rien de posé, de scientifique, mais la saisie fébrile du chaos et de la confusion. Il travaillait le plus souvent de nuit, en laissant affleurer les souvenirs dans une sorte de demi-sommeil. Et c'était pour Voiturin un enchantement de les découvrir au matin, lorsque Corvadoro lui montrait son carnet ouvert, à la dernière page. Parfois ce n'était qu'une bouillie sombre d'où émergeait un détail violemment éclairé. Il y avait du Rembrandt dans ces évocations, mais aussi quelque chose de la naïveté vigoureuse qu'on ne trouve que dans les images faites par les gens du peuple. Ex-voto accrochés dans les chapelles ou enseigne barbouillée des tavernes. Claude Voiturin, lui, voulait tout expliquer. C'était d'un architecte doublé d'un anatomiste. Sur le blanc du papier tendu comme à l'aplomb d'un soleil immobile, son trait s'appliquait à représenter aussi exactement que possible le modèle qu'il avait sous les yeux. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, se disait-il, chaque fois qu'il se trouvait trop approximatif. Son regard affûté comme un scalpel fuyait le flou et l'indécis. Celui de Corvadoro se perdait volontairement dans la pâte sonore des rêves et des cauchemars. À eux deux, ils pouvaient donner l'essentiel d'un voyage, le peu que l'on en perçoit, le peu que l'on en comprend. Oui, décidément, Corvadoro lui manquait. Et vers le milieu de la nuit, il fut témoin d'un phénomène qu'il mit au compte de son endormissement. Le Neptune, détaché de son ancrage, dérivait en plein ciel, sur un flot ininterrompu d'étoiles. Le naturaliste se pencha par-dessus la lisse. Une immense voie lactée était apparue sous la surface, déroulant ses diapures à l'aplomb de la coque. La mer semblait crépiter d'étincelles, la brume au-dessus en était vaguement éclairée. Dans les profondeurs, la masse sombre des baleines léopards passait en produisant de larges traînes de tourbillons lumineux qui s'éteignaient dans leur sillage. Il entendit à nouveau le grondement sourd, et peu après une sorte de lueur lui traversa comme un éclair,
ce ciel inversé, soulevant des vaguelettes qui mirent quelques minutes avant de s'aplanir. Voiturin s'approcha de l'homme de quart dont la nervosité annonçait un début de panique. « Monsieur, dit celui-ci avec un tremblement dans la voix, il y a quelque chose de pas naturel. Je vais prévenir le Bosco. Il faut réveiller le commandant. Il n'y a aucun doute que ce que nous voyons est tout ce qu'il y a de plus naturel, puisque par définition il n'y a rien dans le monde qui ne le soit pas, commenta paisiblement Claude Voiturin. L'homme de quart tourna vers lui une face muette, déformée par l'incompréhension. Puis, reprenant d'un coup ses esprits, il se secoua en se parlant à lui-même. « Je vais prévenir le Bosco. » Le Bosco arriva de fort mauvaise humeur. Il n'avait dormi que 2 heures. Il laissa échapper un juron en découvrant l'état de la mer, brouillée de lueurs sauvages et phosphorescentes. « Je n'aime pas ça, du tout. Il faut qu'on se sorte de là au plus vite. » Il sonna la cloche du gaillard d'avant, et en quelques instants tout l'équipage fut sur le pont. Le commandant Louis-Antoine de Carteris apparut peu après, suivi de Cigognier de Chauvry, qui trottinait sur ses pas, enfoncé dans 2 épaisseurs de robe de chambre et coiffé d'un curieux bonnet de nuit à pompons au lieu de son tricorne habituel. Le vaisseau chassé sur son ancre, le commandant observa longuement les flux de particules lumineuses qui dérivaient avec une surprenante régularité. Il se tourna vers l'académicien, encore ahuri de sommeil. « Monsieur de Chauvry, avez-vous déjà rencontré un pareil phénomène ? » « J'ai déjà observé des phosphorescences en mer. Elles sont dues à de minuscules particules, mais c'est la première fois que... » Il s'arrêta, interrompu par le grondement. Le bruit se prolongea plus longuement que d'habitude. De nouveau, les profondeurs s'embrasèrent, réveillant une série de vagues qui s'en allèrent mourir sur la côte, avec un bruit de clapots. « Il se pourrait, continua le savant, que le volcan dont nous avons aperçu le panache lors des premiers jours soit la cause de ce tonnerre assourdi et de ces courants que nous voyons se produire. Dans ce cas, les courants en question nous en éloignent. Si on considère qu'un volcan rejette les matières incandescentes venues des profondeurs de la Terre, le mouvement naturel les porte invariablement du centre vers la périphérie. Donc, en s'adonnant à ce courant, nous nous éloignons du même coup du danger. C'est seulement une probabilité, monsieur le commandant. Il y en a beaucoup d'autres. Comme, par exemple, le fait que ce volcan ne soit pas du tout responsable des mouvements de l'eau, ou bien encore qu'il y ait sous la surface d'autres ouvertures qui relâchent des vapeurs. Dans ce cas, nous pourrions avoir affaire à des rejets contrariés, allant dans plusieurs directions différentes. En tout état de cause, ce ne sont que des hypothèses. Les 2 hommes méditèrent quelques instants. Le Neptune sous leurs pieds frémissait comme un cheval retenu par sa longe. Le commandant contracta brusquement les mâchoires, réflexe qui, chez lui, annonçait les décisions définitives. « On lève l'ancre. » En l'absence de vent, monsieur, lui fit remarquer le vieux savant, cela signifie que vous confiez nos existences au fil de ces courants dont nous ignorons tout, et de leur origine et de leur direction finale. Aussi bien ils peuvent nous drosser à la côte. « C'est fort possible, en effet, monsieur de Chauvry, répondit d'un ton cassant le commandant, mais l'art de naviguer consiste à composer avec les forces qui nous dépassent. Entre l'immobilité et le mouvement, sachez qu'un marin préférera toujours le mouvement. On lève l'ancre. » Il tourna les talons pour donner les ordres. L'académicien le relança une dernière fois. « Que faites-vous de monsieur Corvadoro ? Vous avez vu, tout comme moi, à quoi ressemblent ces sauvages à 2 bouches. Vous ne croyez pas sérieusement qu'ils l'ont gardé en vie tout ce temps ? Dès que l'ancre fut relevée, le Neptune, la proue, engagé par le courant, pivota sur lui-même et se laissa emporter. Le commandant s'installa à la timonerie près du pilote, l'œil rivé au compas, éclairé par 2 lanternes. Le Bosco, à l'avant du vaisseau, prévenait des obstacles en scrutant cette luminosité blême qui montait de la mer. Plusieurs matelots dispersés dans les agrès le secondaient dans cette tâche tout aussi usante pour les yeux que pour les nerfs. À plusieurs reprises, le Neptune frôla des rochers dressés sur son parcours. On ne les percevait qu'au dernier moment, en négatif, en devinant leur corps sombre qui interrompait la nappe phosphorescente. Le guetteur avait en général tout juste le temps de crier
la direction à prendre à l'homme de barre. Et entre deux appels, l'équipage attendait dans un silence angoissé. Aux premières heures du jour, le brouillard commença à se dissiper. Le Neptune filait toujours à une allure comprise entre 3 et 4 nœuds, tirant dans son sillage une longue chevelure brillante. Le Bosco vit avec soulagement s'espacer les dernières barrières rocheuses. La mer devenait plus navigable, et dans le milieu de la journée et pour la première fois depuis des jours, la visibilité s'étendit à une distance telle qu'il fut permis de voir à nouveau la côte. Le courant faiblissait, mais une légère brise se leva. Le Neptune se couvrit de toutes ses voiles pour en recevoir le moindre souffle. La ligne de crête qui fermait l'horizon laissa apparaître une large ouverture. Le vaisseau infléchit son allure pour mettre le cap dessus. Juste avant la nuit, le Neptune doubla un promontoire couvert de neige contre lequel venait donner la houle de l'océan. Derrière ce promontoire, la côte s'incurvait très loin vers le nord. Le vaisseau cingla enfin en pleine mer, comme une mouche libérée de sa toile d'araignée. Fin du chapitre 10, Angèle l'Indien blanc de François Place. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous abonner, liker, commenter, partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie. Au revoir.